C'est l'un des endroits les plus secrets et les plus fermés de la planète. Ces îles sont habitées par des tribus primitives depuis la nuit des temps. Certaines viennent tout juste d'entrer en contact avec le monde moderne. D'autres sont déjà en train de disparaître. Dans le golfe du Bengale, entre l'Inde et les côtes thaï et birmanes, se trouve l'immense archipel des Andamans. Il est à plus de 3000 km de New Delhi, et pourtant sur ces îles flotte le drapeau indien. L'archipel s'étale sur 700 km, au nord, les îles Andaman, au sud, les îles Nicobar. Éloignés des routes maritimes et historiquement interdites, les Andamans sont aujourd'hui jalousement gardés par l'État indien. Pilleurs d'épaves, contrebandier et chasseur de coquillages, Ashok Bhatia est un pur produit de cette Inde du bout du monde. Il travaillait comme marchand de tissus sur le continent. Dans les années 70, il a tout quitté pour vivre l'aventure aux Andamans. Ashok navigue entre les écueils des lois indiennes. Pour survivre sur ces îles, il faut être soit un fonctionnaire, soit un pirate. Ashok a choisi d'être un pirate au grand cœur. Aujourd'hui, il doit honorer une commande de coquillages, en principe interdit à la pêche. Les îles Andaman et Nicobar sont les sommets émergés d'une chaîne de montagnes qui autrefois reliait la Birmanie à l'Indonésie. Autour de ces îles, les fonds marins atteignent des profondeurs abyssales. La formation de coraux et leur érosion naturelle ont permis la fabrication d'une ceinture de corail et de sable qui enserre ces îles. Sa largeur va de quelques mètres à plusieurs kilomètres. La zone de pêche d'Ashok est située dans le sud des Andamans. Il y a des milliers de qualités de coquillages. Ici, nous pêchons surtout des trocus. C'est un coquillage qui se vend bien sur les marchés et l'on en trouve plein dans ce coin. Nous avons l'autorisation de prendre 135 tonnes de coquillages sur ces îles par an. Si on s'en tient à ça, pas de problème. Mais la réglementation est trop stricte. Du coup, cela encourage le braconnage. Ce sont les Thaïs et les Birmans qui viennent piller les coquillages. Eux passent entre les mailles des filets des autorités. Nous, on se prend les amendes si on dépasse le quota. Tiens, du corail vert. Pêcher ce corail vert est totalement interdit. Pourquoi? C'est la loi indienne, c'est comme ça. C'est vraiment une pièce interdite. Elle est vivante, je ne veux pas la garder à bord. Il y a des restrictions pour préserver l'environnement. C'est la règle numéro 1. Une règle qu'Ashok n'applique pas toujours à la lettre. Sa loi, à lui, c'est celle de l'offre et la demande. Aujourd'hui, il doit ramener des concombres de mer. Ses plongeurs descendent les chercher en apnée jusqu'à 20 mètres de profondeur. Leur équipement est rudimentaire. Regardez, c'est un masque de fabrication maison. Sur les Andamans, on ne trouve pas de masque de plongée dans le commerce, alors on se les fabrique. À l'intérieur, c'est fait avec du pneu, à l'extérieur avec un morceau de tube en caoutchouc. C'est cousu à la main des deux côtés et le verre est collé avec de la colle très forte au caoutchouc. Et ça fonctionne très bien.
Très bien, un coquillage araignée. Très bonne récolte. Ça, c'est un concombre de mer. Les Japonais en sont très friands, c'est très cher. Si les autorités nous laissaient les pêcher, on pourrait se faire jusqu'à 500 000 $ par an. Mais les autorités estiment que nous sommes suffisamment riches comme ça. Celui-là s'appelle araignée. Le nom d'ici, c'est panja. C'est un coquillage bon marché en Inde. C'est dur à l'intérieur. Avec ça, on fabrique des parfums pour les femmes. Ashok s'est construit une cabane en bord de mer. C'est aussi son atelier. Après la pêche, il taille et polit lui-même ses coquillages. La réputation de cet homme a traversé les frontières et son commerce l'emmène dans toute l'Asie. Les négociants viennent aussi le voir de Calcutta ou de Singapour pour lui acheter sa marchandise. Certains coquillages, notamment ceux utilisés dans les rites hindous, s'arrachent à prix d'or. Avec cet argent, il entretient les familles de ses plongeurs et s'offre le temps de rêver. J'ai toujours aimé l'océan. J'ai toujours lu les récits et les épopées maritimes, les histoires de trésors, de bateaux engloutis. Je me souviens, je venais déjà ici alors que je vivais à Bombay. T'as mis du citron? Dans les grandes villes, les gens ne pensent qu'à gagner de l'argent, mais ils ne trouvent jamais la tranquillité. Pour ces gens de la vie, c'est dodo et boulot tout le temps. Ici, on a la paix et la tranquillité. Tu gagnes un peu ta vie, juste un peu d'argent, de quoi vivre, et ça suffit. Dans ces îles, on gagne juste de quoi vivre, mais c'est assez pour être heureux. Le souci, c'est que si trop de monde vient ici, alors la vie deviendra impossible. Les hindous se sont massivement installés dans le sud des Andamans. La capitale portuaire et la plaque tournante de cet archipel, c'est Port Blair. Nichée au fond de la baie Phoenix, cette ville porte le nom de son fondateur, le lieutenant britannique Archibald Blair de la Marine royale. Ce bout de terre de l'Inde est la dernière frontière du pays à l'est. 500 000 hindous du continent sont venus tenter leur chance sur ces îles. Et il en arrive tous les jours un peu plus. Aujourd'hui, cette capitale compte 300 000 habitants. 200 000 autres hindous se sont installés sur les autres îles de l'archipel. Dans la mer du Bengale, ces îles sont longtemps restées maudites. Les cyclones, les nombreux naufrages, les pirates et les marchands d'esclaves malais ont dans un premier temps entretenu cette mauvaise réputation. Même Marco Polo a préféré les éviter. Il faut attendre le 19e siècle pour que les Britanniques envoient la Royal Navy étudier la possibilité d'y installer une base navale et un pénitencier. Pendant 14 ans, les Britanniques et les premiers colons indiens construisent l'un des plus grands bagnes politiques du monde.
Swapnesh Gouduri est le directeur du musée de cet ancien bagne. Pour les Britanniques, c'était un endroit stratégique car ils contrôlaient une partie de l'Asie du Sud-Est, la Malaisie, la Thaïlande, les îles Andaman. Les Andamans étaient sur cette route maritime qui menait dans le reste de leur empire en Asie. C'est une des raisons pour laquelle ils ont occupé ce territoire, en plus de la construction de ce bagne. Les Britanniques ont subi de nombreuses rébellions armées en Inde. C'est pourquoi, en envoyant les indépendantistes dans les îles Andaman, ils coupaient tout contact entre ces révolutionnaires et le peuple indien. Ici, ils étaient totalement isolés du continent. « 698 cellules, des prisonniers politiques et des droits communs. Ils venaient de toute l'Inde, étaient issus de toutes les castes. Ce goulag à l'anglaise a compté jusqu'à 11 000 bagnards. Ils passaient d'abord 6 mois enfermés au fer, puis 18 mois aux travaux forcés. Tous étaient condamnés à mourir sur ces îles. Amir San, comme beaucoup d'Andamans, est un enfant du bagne. Ses grands-parents étaient tous les deux d'anciens prisonniers. Son grand-père était un politique, sa grand-mère, une droit commun. Certains détenus avaient des cartes de sortie qui les autorisaient à vivre librement dans les villages en dehors du pénitencier. Ils avaient droit à des femmes et pouvaient cultiver un bout de terre. Mais c'étaient quand même des prisonniers. La plupart d'entre eux vivaient enfermés dans des baraquements. La journée, ils faisaient des travaux forcés. Ils construisaient et réparaient les routes. Devenue monument, cette gigantesque infrastructure gérait chaque instant de la vie et de la mort des détenus. Les conditions extrêmement dures et la cruauté des geôliers provoquent des rébellions et des suicides. Les Britanniques torturaient sous assistance médicale. Les récalcitrants étaient pendus dans la salle des gibets. Avec l'indépendance, le bagne est devenu un lieu de pèlerinage. Les gens se souviennent des Andamans à cause des indépendantistes et de leur combat pour la liberté. Leurs noms sont restés gravés dans notre mémoire. Ici, on a eu l'indépendance avant le continent. De l'enfer, ces îles sont devenues un enjeu stratégique pour les militaires de l'Inde. Plusieurs bases aéronavales ont été construites depuis les années 50. L'archipel des Andamans est sous la responsabilité du gouvernement indien. Il est administré par N.N. Jha. Dans la tradition britannique, c'est un gouverneur au pouvoir quasi illimité. Des pouvoirs exceptionnels pour un territoire particulier. Les îles Andaman sont une projection de l'Inde dans toute l'Asie du Sud-Est. Comme vous savez, l'Inde a une situation géographique orientée vers le sud. Différentes parties de notre pays vont dans ce sens. L'extrémité nord nous donne l'Asie centrale, les Andamans l'Asie du Sud-Est, l'extrême ouest le Moyen-Orient et le Golfe Persique, et le nord-est la Chine. Donc, malgré leur éloignement géographique du continent, les Andamans représentent pour nous la garantie indiscutable et définitive de notre présence territoriale dans l'Asie du Sud-Est. Grâce aux Andamans, l'Inde complète sa zone d'influence stratégique aux 4 points cardinaux. Longtemps, les Andamans ont fait trembler les voyageurs. Aujourd'hui, c'est une terre d'espoir pour des milliers d'Indiens chassés du continent par la misère.
Tous les nouveaux migrants ont reçu l'aide du gouvernement. De la terre, de l'argent, des maisons, du bétail, du matériel de construction. Tout leur a été donné. Ils avaient aussi l'autorisation de défricher des terres et de les cultiver. Il fallait s'approprier ce nouveau territoire. Les militaires indiens sont les premiers à avoir pris la relève des Britanniques. New Delhi a ensuite planifié la phase de colonisation de ces îles. Du sud des Andamans, au nord de l'archipel, les autorités ont créé un cordon de ville pour contrôler le terrain. À 5 heures de bateau de Port Blair, Nilampur est l'une de ces villes côtières, une création des planificateurs. Tout a été mis en œuvre pour favoriser l'installation des nouveaux colons sur cette terre quasiment vierge. Nilampur est une ville champignon qui a été plantée artificiellement au milieu des palétuviers. C'est aussi un carrefour routier important, une tête de pont vitale du développement économique de l'intérieur des îles. 10 000 pionniers tentent de refaire leur vie dans ce Far West indien. C'est aussi un des hauts lieux de la pêche dans les îles Andaman. Les pêcheurs habitent en lisière du bras de mer. À coups de milliards de roupies, l'État a encouragé pendant des années ces pêcheurs venus des 4 coins de l'Inde à venir s'implanter aux Andamans. Et il fallait bien leur donner du travail. Sri y est arrivé dans les années 70. Il s'est installé ici, avec tous les membres de sa famille. À force de patience et de travail, il est devenu le plus important patron pêcheur du district. Les gens qui vivent ici viennent de toute l'Inde, notamment du Tamil Nadu, de Madras ou d'Hyderabad dans l'état d'Andhra Pradesh. Il y en a qui viennent du Bangladesh aussi. La plupart viennent de petits villages. D'autres viennent de l'Orissa, d'autres encore du Bihar. Ce sont tous des gens misérables, tous des pêcheurs. Sur les côtes continentales, en Inde, les conditions de navigation sont très difficiles. Elles sont souvent touchées par des cyclones. Il y a de nombreux accidents en mer à cause de ces mauvaises conditions météo. Là-bas, la mer est très dangereuse. Alors qu'ici, aux Andamans, le climat est plus clément. Ici, on fait tous de la pêche côtière à la journée. C'est moins risqué que de sortir des jours entiers en mer. Mais aujourd'hui, les Indiens sont trop nombreux. À la mauvaise gestion des hommes et des ressources, la surexploitation, il y a un début de réaction, un réveil des consciences, mené par des hommes comme Aka Banerjee. Cet inspecteur des eaux et forêts a pour mission de surveiller l'environnement. Rien ne se fait sans son accord. Vous savez, ici, ce sont les estomacs qui ont faim qui créent les problèmes. C'est le point de départ de la corruption et du saccage. C'est vrai qu'il y a de l'avidité pour les ressources de ces îles. Regardez aujourd'hui. Mais j'ai confiance dans la classe moyenne et dans les travailleurs. Ils sont honnêtes. Ils ne pratiquent pas la corruption. Ceux-là, lorsqu'ils sont éduqués, ils comprennent et ne demandent qu'à diminuer leurs besoins. Dans les zones tribales, les tribus ont compris cela depuis longtemps. Ils ne laissent personne détruire leur environnement. Je l'ai vu notamment dans les îles Nicobar. Ils savent protéger cet environnement parce qu'ils ont reçu cet enseignement de leurs ancêtres. La nature, c'est leur unique source de vie. Les Indiens sont là depuis moins de 50 ans et déjà les problèmes s'accumulent. Les tribus, elles, vivent sur ces îles depuis des millénaires. Les tribus Nicobar dont parle l'inspecteur se trouvent au sud de l'archipel, à plus de 300 km au sud de Port Blair. Seuls les militaires indiens, munis d'un laissez-passer particulier, peuvent s'y rendre.
Le secret de ces îles, ce sont ces tribus primitives. Lorsque les Britanniques ont colonisé l'archipel des Andamans et Nicobar, il y avait 12 tribus qui y vivaient. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 3. Les Nicobars sont arrivés dans ce groupe d'îles il y a plus de 3000 ans. C'est l'une des 3 dernières tribus survivantes. Les scientifiques ne connaissent pas avec certitude leur origine. Ils viendraient de Birmanie et de Malaisie. Pour ces Nicobars, c'est le début d'un rite sacré, celui du changement de saison. Chaque année, une fête religieuse marque cet événement. À la nouvelle lune, les hommes de la tribu relèvent un casier. Les poissons pêchés servent à leur rituel. Ce changement de saison, c'est la fête de la pâte. Une pâte qu'ils fabriquent avec les poissons sacrés et les feuilles de bananier. Les hommes du village préparent aussi des offrandes. En s'enduisant le corps de cette pâte, ils implorent les dieux de la mer d'être cléments et bienveillants pour les prochaines pêches. Un prêtre bénit le totem sacré. Les Nicobars sont animistes, mais ils aiment pratiquer les mélanges de religions, surtout si une prière de plus leur permet de réaliser tous leurs vœux. La cérémonie du totem marque la fin de ce rituel du changement de saison. Il est aussi béni par le chaman du village. C'est un cadeau destiné aux dieux de la mer. Cette communion avec l'océan conduit les Nicobars à s'imposer des restrictions alimentaires. Certaines espèces de poissons ne sont plus pêchées avant la saison prochaine. Cette tradition laisse à l'océan le temps nécessaire pour renouveler ses stocks. Cette vie en osmose avec la nature, la plupart des tribus l'oublient rapidement. Le contact avec notre civilisation leur est souvent fatal. Jusqu'à aujourd'hui, les îles Nicobar étaient plutôt préservées, car elles étaient restées à l'écart des routes maritimes coloniales et marchandes. Mais l'Inde en a décidé autrement. Pour achever les plans de colonisation, l'administration hindoue déplace des milliers de familles Nicobar sur d'autres îles. Du sud, les Nicobars sont envoyés plus au nord, sur l'île de Petit Andaman. Nous les retrouvons dans le village de Kouagé, sur la côte orientale de l'île. Une centaine de familles Nicobar y sont implantées depuis les années 70. Tous viennent de l'archipel du Sud. Ce sont des déracinés à qui les Indiens ont promis une ascension sociale. L'objectif des autorités, couper les Nicobars de leur terre d'origine afin d'accélérer leur intégration. École, langue, soins modernes, électricité. Quand ils rentrent dans les villages des îles du Sud pour visiter leur famille, ils leur transmettent sans s'en rendre compte le mode de vie et la culture indienne. Ce village est une colonie de peuplement.
On ne peut pas dire qu'il soit vraiment un village Nicobar. Notre avenir est maintenant ici, dans cette colonie. Tous les gens qui sont ici étaient d'accord avec les Indiens pour venir s'installer. Ils viennent tous des îles Nicobar. Mais pourquoi ils sont venus des îles Nicobar? Parce que les Indiens nous ont aidés à nous installer ici. Ils nous donnent de l'argent, des emplois stables, et nous permettent de défricher la terre ici. Il y en a de plus en plus de Nicobar qui viennent ici? Oui, et beaucoup de Nicobar partent aussi travailler à Port-Blair, dans les administrations. Il y en a même qui travaillent sur le continent comme militaires et dans les forces de police. Depuis que je suis au monde, j'ai toujours connu le drapeau indien. C'est pourquoi je me considère comme un Indien. Indianisés, les Nicobars gardent malgré tout leurs réflexes de pêcheurs. Les marais de la mer du Bengale leur permettent de pratiquer une petite pêche au harpon sous les coraux à fleur d'eau. Les lagons se transforment alors en terrain de chasse. Les autorités indiennes ont installé ces hommes sur les terres d'une autre tribu. Ils en interdisent l'accès à tout étranger. Pour les protéger sans doute, mais aussi peut-être pour cacher ce qui s'y passe. Cacher le sort qui est réservé aux premiers habitants de cette île. Raja est le chef de la tribu Onge de South Bay, un village de huttes au bord de la mer. Ces familles ont été parquées ici par les autorités indiennes au début des années 50. Les Onges sont sous surveillance depuis cette époque. Y pénétrer est passible de prison. 6 familles vivent ici dans une réserve grande comme un mouchoir de poche. Pourtant, cette île est leur terre depuis l'aube de l'humanité. C'est la deuxième tribu de l'archipel. Les Indiens font tout pour les intégrer. Ils leur donnent nourriture, vêtements, et des travailleurs sociaux les visitent régulièrement. L'administration tribale les pousse aussi à scolariser leurs enfants. Dans ce village, l'intégration forcée est un échec. Il y a bien quelques enfants, mais les Onges sont en train de disparaître. Ils perdent leur fertilité, une forme de suicide collectif involontaire. Depuis qu'ils ont perdu leur territoire, leur nombre ne cesse de décliner. Ils ne sont plus aujourd'hui que 80 contre 1000 dans les années 70. George, un Nicobar, est devenu leur ami. Dès que le garde indien s'absente, il passe du temps avec eux. Déracinés, ils partagent le même destin. Ils communiquent en hindi, la langue officielle indienne, la langue des colons. À 2 pas de leur hutte, les Indiens leur ont construit tout un village de maisons en dur. Cela fait partie de la politique de réhabilitation des autorités indiennes. Des maisons, l'eau courante et la télévision satellite pour des hommes sortis tout droit de la préhistoire. Mais la communauté de Raja est récalcitrante. Sa grande famille fait de la résistance. Ils veulent bien utiliser le puits de ces nouvelles constructions, une ancienne source dans laquelle leurs ancêtres se servaient déjà.
Il n'y a aucun onge qui habite dans ce village en dur. Pourquoi aucun onge n'y habite? Il y a un problème avec le soleil. Et où préfèrent-ils vivre? Ils préfèrent vivre sous leur hutte. Mais pourquoi le soleil est un problème ici? Ces maisons ont été mal construites. Oui, mais pourquoi? Est-ce qu'il peut expliquer? C'est en plein soleil. Il y fait trop chaud. Les onges n'ont pas le droit de se déplacer comme ils veulent. En plus, ce territoire est interdit aux étrangers. Mais pourquoi je n'ai pas le droit de venir ici? Vous qui venez de l'étranger, vous avez l'interdiction d'entrer sur ce territoire. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui viennent ici. C'est un territoire qui reste interdit. L'autre partie de l'île où est installé notre village est aussi dans une zone tribale interdite aux étrangers. C'est seulement avec un permis que vous avez le droit de venir ici. C'est pareil pour notre île de Nicobar au sud. Seuls les militaires et les fonctionnaires indiens ont le droit de venir ici. Nous sommes contrôlés. Je ne suis pas censé venir ici. Je suis un simple pêcheur. Je ne travaille pas dans l'administration. Cette politique d'assistance totale a eu un effet destructeur sur cette tribu. Une déprime généralisée. Les onges perdent aussi tout leur savoir-faire. C'étaient de grands navigateurs. Leur zone de pêche s'étendait sur des milles nautiques autour de l'île de Petit-Andaman. Cette attitude de l'administration révolte Simran Singh, un ethnologue indien indépendant, spécialiste des aborigènes andamans. Ils sont devenus extrêmement dépendants de l'aide gouvernementale. C'est une situation désespérée. J'ai travaillé chez les onges et j'en suis venu à la conclusion qu'ils avaient perdu leur dignité et leur fierté. Ils ont perdu toute capacité à survivre sans aide extérieure. Ils sont trop dépendants. C'est ce qui explique cette tristesse et leur dépression. Ils ont oublié leur propre technique de survie. Perte de leur savoir-faire, perte de leurs terrains de chasse ancestraux, perte de leur dignité, il ne reste plus grand-chose aux onges. Les Indiens sont sur le point de réussir à la phase ultime de l'intégration de cette tribu, l'entrée des onges dans le monde mercantile. Les onges fabriquent de l'huile de noix de coco qu'ils commercialisent ensuite dans la petite ville indienne voisine. Les conséquences de cette industrie artisanale sont désastreuses pour cette communauté. Ils revendent leurs produits au bazar. Ils obtiennent quoi en échange? De l'argent? Ils ont de l'argent, de la nourriture, mais aussi de la bière et de l'alcool de riz. Et ensuite, ils rentrent au village. Samir Acharya est arrivé aux Andamans dans les années 50. Ça a été le coup de foudre. Il avait trouvé son paradis. Il a commencé par ouvrir un commerce qui est devenu prospère. Puis dégoûté par la politique indienne sur ces îles, il est entré en révolte.
Il a fondé dans les années 80 la première association de défense de l'environnement local. Il s'est d'abord battu contre l'abattage sauvage des forêts primaires et aujourd'hui, lui et ses jeunes collaborateurs tentent l'impossible pour préserver l'environnement des dernières tribus de l'archipel. En plus d'avoir pris aux Onges leur territoire et leurs huttes, nous sommes sur le point de nous embarquer dans une phase de colonisation culturelle totale. Notre directeur des affaires tribales vient de publier un manuel scolaire à destination des jeunes Onges. Et comme vous pouvez le voir sur cette page, c'est un onge pêchant avec un filet. C'est du jamais vu, les onges n'ont jamais pêché au filet. Ils ont toujours tiré le poisson à l'arc. Et la grande différence avec nous les Indiens, c'est que les onges sont des pêcheurs hautement sélectifs. Ils choisissent le poisson qu'ils veulent et ils le tirent. Ainsi, ils ne provoquent aucun dégât sur l'environnement. Nous les Indiens, nous osons maintenant leur suggérer d'utiliser un filet. C'est encore plus vicieux que ça, puisqu'en utilisant un filet, on leur explique qu'ils pourront prendre plus de poissons, en garder quelques-uns pour eux et revendre le reste pour gagner de l'argent, pour s'acheter d'autres choses. C'est de la colonisation culturelle. Tout le monde ici cherche à s'approprier les dernières réserves des Onges et d'autres tribus aussi, car dans ces zones, il y a beaucoup de potentiel en ressources naturelles que les habitants des Andamans aimeraient exploiter. Le sable, pour la construction et les bois exotiques. Dans ces îles stratégiques, les militaires indiens ont englouti des fortunes pour les fortifier. C'est comme cela que le bétonnage a commencé. Les entrepreneurs en bâtiment à la recherche de nouveaux marchés ont suivi. Pour produire de l'électricité, il fallait du bois. Pour fabriquer les immeubles et les maisons, il fallait du sable. Pour construire les routes, des pierres. Tout a été prélevé sur place. Les dégâts sont irréparables et aujourd'hui la demande est encore plus forte. On se prépare pour le nouvel Eldorado, l'archipel, est sur le point d'être vendu au tour opérateur. Cette perspective économique est incompatible avec la survie des tribus primitives. Mais ce paradoxe ne gêne pas le gouverneur des Andamans. Vous devez réaliser que les premiers habitants sont confinés dans certaines zones seulement. Les premiers habitants sont d'origine africaine, si on peut les appeler les premiers habitants. En plus, ils sont à peine 1 millier. Dans les îles Nicobar, de toute façon, les îles sont fermées au tourisme, donc la question ne se pose même pas. En fait, la question de déranger les tribus des Andamans ne se pose pas du tout. Quant aux îles où l'on veut développer le tourisme, il n'y a pas de soi-disant premiers habitants qui y vivent. Ces îles vierges et désertes dont parle le gouverneur n'existent pas. Ashok, le pêcheur de coquillages, le sait bien. Ces navigations le conduisent parfois vers des rivages interdits où vivent des tribus comme au premier temps de l'humanité. Un cabotage discret de plusieurs heures pour atteindre cette côte occidentale des îles Andamans. En fait, une zone militaire interdite par les autorités indiennes. La troisième tribu, c'est celle des Djarawa. Les Djarawa ont refusé le contact avec les autres civilisations jusqu'en 1998. Ils continuent à se méfier de toute forme d'incursion sur leurs terres. Ils se sont déjà battus contre les Britanniques et les Indiens dans le passé. Ashok sait comment établir le contact. Leur langue est encore inconnue, mais il sait qu'il faut venir avec des offrandes. Il mouille sa pirogue à bonne distance du village de Hutt avant de s'en rapprocher. Il doit d'abord laisser les Djarawa venir à lui. Leur chant signale que tout va bien. Ils viennent du fond des âges, depuis au moins 65 000 ans.
Ce sont les tout premiers habitants de l'Asie. Les Jarawats des îles Andaman en sont les représentants intacts. L'examen de leur ADN en a fait la plus ancienne population non mélangée de la planète. C'est l'un des villages Jarawa de la côte occidentale des Andaman. Ils vivent de la pêche, de la chasse et de la cueillette, comme nos ancêtres à l'aube de l'humanité. Ces tribus sont nomades. Ils s'installent sur la plage en lisière de jungle pendant toute la durée de la saison sèche. Lorsque la mousson arrive, ils quittent le rivage pour s'enfoncer dans la jungle où ils trouvent le gibier, les fruits et les plantes nécessaires à leur survie alimentaire. Aujourd'hui, c'est l'Inde qui investit ces derniers territoires sauvages et menace leur existence. Ces dernières terres vierges des îles Andaman sont traversées du sud au nord par la route des arbres. Elle coupe en deux ce que le gouverneur appelle les réserves des tribus, c'est-à-dire le territoire des Jarawas. Cette route devrait être fermée depuis plus d'1 an. Un tribunal en avait jugé ainsi suite à une plainte de l'association de Samir. Elle devient un safari photo pour touristes. Mais c'est le gouverneur qui décide en dernière instance. Paperasserie, pressions économiques, les autorités indiennes traînent des pieds, trop d'argent y a déjà été investi. C'est pourquoi Samir et un groupe d'ethnologues venus de Bombay ont mené une vaste enquête sur les conséquences économiques et sociales de la fermeture de cette route. Selon les premiers résultats de l'étude, elle serait nulle. Pour les Jarawas, la route est une menace. À terme, elle pourrait signer leur arrêt de mort. Après les angines, il y a eu une épidémie de bronchite. La grande majorité des Jarawas a été touchée. À présent, 30% des Jarawas seraient porteurs du virus de l'hépatite B et 20% de celui de l'hépatite A. 20% encore d'entre eux auraient en plus contracté la malaria. Et la malaria est la conséquence directe de la construction de cette route. Parce que quand on construit une route, cela crée des rétentions d'eau sur les côtés. Et c'est là que se reproduisent les moustiques porteurs de ce virus. Les villages indiens tout proches sont déjà tous contaminés. Jamais avant cette route, les Jarawas avaient contracté ce virus. Et je tenais à souligner ce point. Les Jarawas n'en ont plus pour très longtemps. Certains disent 5 ans, d'autres 10 ans. Moi, je pense que d'ici ces 5 prochaines années, ils vont perdre toutes leurs racines. Dans aucun autre endroit au monde, vous avez des routes qui passent d'une île à une autre. Il n'y a vraiment qu'en Inde que c'est comme ça. Cela n'a aucun sens de vivre sur une île et de perpétuer une mentalité continentale. Nous avons des bateaux et je pense qu'avec toute notre technologie et notre savoir-faire, nous pouvons faire en sorte de rendre les routes maritimes plus rentables entre les îles. Les réserves Jarawa sont sur la côte ouest et nous voudrions développer le trafic maritime sur la côte est. Les villes sont surtout à l'est. Cela ne dérangera pas les Jarawa. Le combat de cette association est utile, mais dérisoire face au rouleau compresseur indien. Des 12 tribus originaires de l'archipel des Andaman, il n'en reste plus que 3, dont une, celle des Onges qui est en voie d'extinction. Mais les spécialistes indiens de l'intégration veulent aller plus vite. Le temps presse. L'exploitation économique est une priorité pour New Delhi. Il faut donc assimiler les derniers primitifs. Pour cela, les autorités reprennent à leur compte les techniques britanniques. Offrir des cadeaux, des bijoux, des vêtements et de la nourriture. Puis, progressivement, ils multiplient les contacts. Leur objectif, rendre les aborigènes dépendants. Discrétion et opacité. Aucune administration tribale de l'Inde n'a souhaité nous répondre sur le bien fondé de ces politiques. Les scientifiques indiens, les Andamans, n'ont pas le droit de s'exprimer publiquement. Et les chercheurs étrangers
sont interdits de séjour. Ce qu'ils nous enseignent, c'est que nous devons faire extrêmement attention quand nous nous qualifions de gens civilisés. Nous devons réfléchir et voir qui nous sommes avant d'agir pour les autres. On n'est pas toujours des gens très évolués. On devrait déjà commencer par s'assurer que notre civilisation soit vraiment l'exemple à suivre, avant d'en faire un modèle pour les sociétés primitives. On essaie de transformer ces îles en paradis à notre image, mais pour les Jarawas, c'est l'enfer. Je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment un paradis pour nous. Les choses changent beaucoup trop vite. C'est peut-être un paradis pour touristes, mais certainement pas pour les gens qui vivent ici. Une légende raconte que les îles Andaman seraient nées d'une erreur de Dieu. Il voulait créer un homme et il a créé un paradis à la place. Maintenant que l'homme occupe tous les espaces sur notre planète, les écologistes et certains scientifiques indiens des Andamans voudraient au moins garder intact ce petit bout de paradis. Surtout, ne pas corriger cette erreur divine pour en faire une usine à touristes. Donner un sursis à ses premiers habitants. Des habitants dont la civilisation vivante est la plus ancienne à ce jour.